Je rentrais chez moi. Il était 22h15 et je sortais du travail. Je me dirigeais à mon domicile près de Chambray-les-Tours. Et à un moment donné, je vois sur ma droite une sorte de boule ovalisée dans les teintes orangées qui semblait suivre en parallèle ma voiture. Elle était à la même vitesse. Elle gardait, semble-t-il, la même distance. Aussi, intrigué, je m'arrête. Elle s'arrête. Je redémarre. Elle redémarre aussi. Et ce, à 3 ou 4 reprises. À un moment donné, et c'est là où j'ai pris peur, le phénomène se place devant moi, au milieu de la route. Alors, comme je connais un peu la région, je prends un petit raccourci sur ma gauche et la boule fuit sur la droite et je la vois à l'arrière de mon véhicule dans le rétroviseur. Je retraverse un tout petit village près de Chambray-les-Tours et là de nouveau je retrouve la boule qui se retrouve à ma droite. À un moment donné, il y a une descente. Il y a une maison sur le côté, à gauche, allumée. Il y a des gens dehors. Je me dis, je vais m'arrêter. Je leur dis, regardez, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Curieusement, le phénomène disparaît à ce moment-là. Et il va réapparaître lorsque j'aurai passé la toute petite côte, un peu plus loin, 500-600 mètres plus loin, sur la droite. Je rentre à mon domicile et je me demande toujours ce que j'ai pu voir. Voilà le type de témoignage qu'on recueille encore récemment en ufologie. Là, ça se passe près de Chambray-les-Tours. Ça aurait pu se passer n'importe où. Nous sommes en 2018. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la boule suiveuse. Le témoin observe un phénomène, sous la forme d'une boule, qui le suit, qui s'arrête au moment où ça s'arrête, qui se place devant le véhicule et qui fuit à l'approche d'un village ou d'une maison. Ce comportement est décrit par les ufologues comme intelligent. Comment un sceptique peut expliquer ce type de témoignage? Avec un diamètre de 3474 km et une distance moyenne de 380 500 km de notre planète, la Lune est le satellite le plus connu des hommes et pour cause, il accompagne nos nuits depuis la l'aube des temps. Ses phases nous sont banales et son aspect coutumier. Nos anciens, ceux d'avant la télévision, avaient l'habitude d'observer le ciel. Nous, beaucoup moins. Dans le domaine de l'ufologie, faire une méprise avec des planètes, Vénus, Jupiter ou bien Mars, a paru longtemps comme impossible. Les démonstrations sceptiques furent d'abord rejetées, puis acceptées pour enfin être reconnues comme étant une évidence. C'est même inclus dans le discours des exoticiens, comme s'ils en avaient été les découvreurs. Mais l'information est passée, c'est l'essentiel. Non mais, tu ne vas pas nous faire croire qu'il y en a qui confondent des soucoupes volantes avec la Lune? Bien que, il est vrai que des ufologues soupçonnaient cette possible méprise, mais nous en étions au tout début de l'âge des ovnis. Plus près de nous, mais datant de 1990, le sceptique Éric Maillot établissait un catalogue des possibles méprises lunes, catalogue d'emblée rejeté par les instances ufologiques majoritaires. Reprenons l'idée, le CNEGU produisit en 1994 un document mettant en évidence des confusions avec notre astre des nuits. Thibaut Alexandre est l'auteur d'un ouvrage publié chez lulu.com dont le titre est « Des ovnis comme s'il en pleuvait ». Dans cet opuscule, il décortique une supposée vague locale dans les cieux ardennais qu'un ufologue local a enquêté. Il présente les résultats de ses investigations. Cet astronome amateur, éclairé cependant, rédacteur pour le site Ciel des Hommes, animateur local en astronomie près de Soissons, est également membre du CNEGU. Il a reconstitué plusieurs observations dues à une méprise lune. Pour cela, il se base sur un cycle nommé le cycle du Saros. Le Saros? Mais qu'est-ce que c'est que le Saros? Thibaut? Thibaut? Mais où il est passé celui-là? Thibaut? Ah! Te voilà! C'est quoi le Saros? Alors le Saros correspond à une période de 223 lunaisons, ou 223 mois lunaires, donc la période qui sépare une nouvelle lune d'une prochaine nouvelle lune. Plus simplement, ces 223 lunaisons correspondent à une période de 18 ans et 10 jours, ou 11 jours si pendant l'intervalle de temps il y a eu plus ou moins d'années bissextiles. Et ça se calcule comment le Saros? Alors l'utilisation du Saros en ufologie est assez simple, puisque dans un cas de méprise ovni où on soupçonne la Lune, il suffit pour ce cas de noter précisément la position de la Lune au moment de l'observation,
donc sa position par rapport au nord, ce qu'on appelle l'azimut, mais également sa hauteur angulaire par rapport à l'horizon. Donc toutes ces données sont assez simples à obtenir, il suffit de prendre des logiciels d'astronomie comme Stellarium qui donnent toutes ces informations en cliquant simplement sur la Lune. Donc assez simple. Mais également il faut noter le jour de la lunaison. Donc je le rappelle, la lunaison c'est l'âge de la Lune par rapport à la nouvelle Lune qui la précède. Par exemple, la nouvelle Lune c'est 0 jours, premier quartier 7 jours de lunaison, pleine Lune 14 jours, etc. etc. Et également le décalage par rapport au coucher de la Lune si l'OVNI est vu à l'ouest, ou le décalage par rapport au lever de la Lune si l'OVNI est vu à l'est. Et avec toutes ces petites données, c'est très simple. 18 ans et 10 jours ou 11 jours plus tard, on regarde le lever de la Lune, l'heure du lever de la Lune, et par exemple si un cas de méprise avec la Lune s'est produit un quart d'heure après le lever de la Lune, on regarde au jour correspondant la position de la Lune un quart d'heure après le lever de la Lune, 18 ans et 10 jours plus tard, et magie. Non, pas magie, c'est logique, c'est de la science, c'est le cycle de Saros. La Lune est présente au même endroit dans le ciel avec la même phase. Et son utilité à ce Saros en ufologie? Alors l'utilité du Saros en ufologie est de pouvoir reconstituer des cas de méprise OVNI avec la Lune au terme d'un cycle de Saros. Alors au terme de ce cycle, la Lune par définition, revient à la même position dans le ciel, donc au nord, au sud, au nord-ouest, etc., avec la même phase, croissant, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, avec une date de reconstitution proche de la date anniversaire du cas, donc avec un décalage de seulement 10 ou 11 jours, ce qui permet d'avoir les mêmes conditions saisonnières que lors de l'observation. Par exemple, on peut imaginer un cas de méprise avec la Lune où les témoins traversent un bois en plein hiver. Il n'y a pas de feuillage aux arbres en plein hiver. Si on devait faire cette reconstitution en plein été où les feuillages des arbres sont présents, par exemple, on ne pourrait pas revoir la Lune et l'expérience serait ratée, alors qu'en plein hiver, on pourrait voir la Lune, par exemple, à travers les branchages des arbres. Donc c'est pour ça, c'est très intéressant de disposer de ce cycle astronomique pour reconstituer ces fameux cas de méprise avec la Lune. Alors mieux que ça, il y a même des cas à tester par vous-même directement sur le terrain si l'occasion se présente, en 2019 ou en 2020, même les années suivantes, mais on va s'attarder sur ces 2 années. Donc en 2019, il y a un cas très intéressant à tester près de Pau, dans les villes de Bourdette et de Naï, j'espère que je prononce bien, dans la nuit du 20 au 21 mai et la nuit suivante dans la nuit du 21 au 22 mai. Alors tous les détails sont disponibles sur le forum UFO-Scepticisme. Sinon en 2020, il y a 4 cas très intéressants à tester sur le terrain qui sont détaillés dans des ovnis au clair de lune, que je vous invite à lire et à consulter. Donc nous avons en 2020, le 27 janvier au soir, le cas de Genvillers, ou Genvillers dans Moselle, je ne sais pas comment se prononce cette commune, je ne suis pas de la Moselle, je ne pourrais pas écorcher le nom. Autre cas, le 15 mai au petit matin, près de Suippes, dans la Marne. Donc là, ça sera vraiment pour les lève-tôt. Le 24 septembre au soir, un cas qui me tient particulièrement à cœur, le Coudray-Saint-Germain dans l'Oise. Et le 19 octobre au soir à Comines dans le Nord. Donc ces 4 cas auront lieu, les reconstitutions auront lieu en 2020. Donc si la météo s'y prête, je vous invite à participer si cela vous intéresse. Merci. Et le mimétisme alors? Les ufologues disent que le phénomène peut tromper les témoins en imitant la Lune. Tu en penses quoi et tu en dis quoi toi? Alors,
Comment être sûr, oui, effectivement, qu'un éventuel ovni ne prenne pas l'apparence de la Lune pour un témoin, pour rester discret. Bon, imaginons la situation très improbable qu'une soucoupe volante, un vaisseau extraterrestre, tout ce que vous voulez, pour passer inaperçu sur Terre, imite l'aspect de la Lune à un moment donné. Bon, ça ne serait valable que pour quelques témoins vraiment sur un endroit très particulier. On peut imaginer une phase de premier quartier, l'OVNI va se mettre à ressembler à un premier quartier et se positionner exactement devant la Lune pour vraiment une poignée de personnes. Alors pourquoi dans ce cas-là, des gens qui seraient situés juste à quelques kilomètres, où là l'alignement entre la Lune et l'OVNI il y aurait plus d'alignement, pourquoi les gens ne décriraient pas dans ce cas-là, tiens, c'est bizarre, ce soir on a vu deux quartiers de Lune. Non, ça n'arrive jamais. Donc, bon, imaginez qu'un ovni puisse prendre l'apparence de la Lune, c'est vraiment faire preuve de beaucoup d'imagination. En conclusion, nous pouvons dire que l'outil pédagogique qu'est Stellarium permet de vérifier immédiatement l'hypothèse Lune. Parfois, malgré une quasi-certitude, il est inévitable de se rendre in situ. Vous l'aurez compris, le cycle du Saros permet à un ufologue de consolider son hypothèse et de revivre ce qu'a vécu le témoin, de mieux comprendre son observation et donc sa méprise. Ah oui, pour éviter l'intox, vérifiez les informations. Il faut le savoir, non ? Alors n'oubliez pas, si vous arrivez à expliquer une méprise Lune grâce à cette vidéo, ça s'arrose.